Salut tout le monde, c'est Philippe et merci de me retrouver sur ma chaîne pour ce nouvel épisode dédié au mode KOS du jeu Kerbal Space Program. Le but est de vous faire découvrir KOS à partir d'un cas pratique, c'est-à-dire l'envoi d'une sonde de Kerbin jusqu'à Mimus. Vous remarquez ici que ce n'est pas la sonde que j'ai habituellement, puisque en fait on va parler aujourd'hui du virage gravitationnel, et avant de coder le virage gravitationnel, j'aimerais vous montrer deux, trois petites choses sur cette petite fusée adaptée à ce que je veux vous montrer. Avant de faire la démonstration sur KSP, juste un petit rappel sur ce qu'est le virage gravitationnel, ou bien encore en anglais le gravity turn. Je vous ai fait un petit schéma explicatif pour rappeler rapidement le principe du virage gravitationnel. Il y a plusieurs façons de mettre une fusée en orbite. Là, votre fusée elle est sur le pas de tir. La façon, on va dire, la plus directe, c'est simplement de se dire je décolle vers le haut. Donc j'utilise un certain nombre de delta V pour acquérir une certaine vitesse verticale qui va me permettre de sortir de l'atmosphère que je vous ai représentée ici. Et une fois que je suis sorti de l'atmosphère, et bien là, je m'incline et je vais pousser ma fusée à l'horizontale jusqu'à atteindre une vitesse suffisante pour avoir une orbite circulaire. Cette méthode-là fonctionne, mais elle est très coûteuse en delta V, puisque vous allez d'abord dépenser du delta V pour monter, et puis après vous allez devoir dépenser du delta V pour acquérir une vitesse horizontale suffisante. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on obtient un triangle rectangle, et en fait on pourrait être un peu plus économe, tout simplement en prenant l'hypoténuse de ce triangle rectangle. C'est-à-dire qu'au lieu de partir à la verticale, on pourrait partir à 45 degrés, et tirer tout droit entre mon point de départ et le point d'arrivée. Sauf que en faisant ça, il faut se rappeler qu'il y a quand même une force sur Terre ou sur Kerbin qui s'appelle la gravité, et cette gravité en fait va nous pousser vers le bas, elle va nous attirer vers le sol. Et donc en fait, au lieu d'avoir notre trajectoire comme ça, on va avoir une trajectoire plus basse. En réalité, on va avoir une trajectoire arrondie, hein, ce ne sera pas en ligne droite comme ça, mais on va avoir une trajectoire plus basse et on va pas arriver au point qu'on aurait aimé. Donc cette méthode-là est plus efficace que tout simplement la poussée verticale puis la poussée horizontale, mais on a quand même cette contrainte de la gravité. Et le principe du virage gravitationnel, c'est de se dire plutôt que faire de la gravité une contrainte, on pourrait au contraire céder de la gravité. Et le principe est le suivant, c'est qu'on va partir à la verticale, à un moment on va légèrement incliner notre fusée, et cette inclinaison va faire que on va avoir la gravité qui va nous attirer vers le sol, mais pas autant que si on s'était incliné à 45 degrés. Donc la gravité va nous attirer progressivement, c'est pour ça qu'on va avoir cette courbe ici, et l'idée, c'est de jouer entre la poussée de notre fusée, la gravité, pour arriver en fin de compte à le point auquel on va effectuer la circularisation de notre orbite. Et ce virage gravitationnel, en fait, c'est ce qui est le plus économique, le plus efficace en termes de delta V pour réussir à mettre une fusée en orbite. La question est de savoir combien de temps je dois attendre avant de réaliser cette petite inclinaison qui va faire que la gravité va m'attirer. Ça dépend de votre fusée en fait. Ça dépend de la caractéristique de votre fusée, ça dépend du rapport poussée-poids de votre fusée, ça dépend de la masse de votre fusée, bon, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'aérodynamisme aussi de votre fusée. Euh, donc la seule façon de le savoir, c'est de réaliser des tests. Nous voilà revenus sur le pas de tir, je déclenche mon lancement manuellement, et hop, je vous ai fait apparaître un vecteur qui représente simplement la direction suivie par ma fusée. D'accord? Donc ce vecteur-là, c'est vraiment, il est dans la même direction que ma fusée. Et normalement, lorsque vous effectuez un gravity turn, l'idée c'est de suivre le vecteur prograde qui est là. Vous voyez que le vecteur prograde commence à descendre tout doucement, ça veut dire que la gravité
nous attire vers Kerbin. On le repère ici au niveau du, vous voyez, de la fumée qui n'est pas complètement dans la même direction que le vecteur. Et si j'affiche les forces aérodynamiques, on voit cette force bleue ici qui montre qu'il y a une contrainte aérodynamique sur ma fusée. Si j'incline ma fusée trop par rapport au vecteur prograde, ben c'est la même chose. Je vais avoir des forces aérodynamiques qui vont s'afficher ici par rapport à mon vecteur prograde. Et on voit là encore que la fumée faite par mon moteur n'est pas du tout dans la même direction que la direction de ma fusée. Voilà. Et si je m'aligne bien avec le vecteur prograde, là j'ai plus de force aérodynamique forte contre ma fusée, et c'est pour ça que le virage gravitationnel est le plus intéressant lorsqu'on suit le marqueur prograde, parce que c'est là que vous allez avoir le moins de force aérodynamique contre votre fusée, c'est là que vous allez économiser le plus de delta V. Donc vous voyez que ce vecteur direction est toujours dans le même alignement que ma fusée. Nouveau décollage, avec un nouveau vecteur qui va apparaître. Je l'ai fait apparaître en jaune, ce qui correspond en fait au vecteur prograde. Donc, hop, j'incline ma fusée, et vous voyez que immédiatement mon vecteur prograde vient se coller. Voilà, le vecteur prograde en fait se dirige vers le bas, puisque la gravité attire notre fusée vers le bas. Donc le vecteur rouge, c'est simplement la direction dans laquelle se déplace ma fusée, et le vecteur jaune correspond au prograde. Alors là, vous voyez que assez naturellement, ma fusée étant assez simple en termes de conception, assez naturellement, elle va se diriger vers le vecteur prograde, et si j'impose de suivre le vecteur prograde, vous voyez que les deux vecteurs là se confondent en termes de direction. C'est ça qu'on veut au niveau du gravity turn. Je vous le remets. Donc au décollage, évidemment la fusée pointe vers le haut, le vecteur prograde pointe vers le haut. Donc nous, ce qu'on veut dire à KOS, c'est qu'à un moment on veut incliner notre fusée, ce qui va du coup changer la direction de notre vecteur rouge. Automatiquement le vecteur prograde va suivre cette direction jusqu'à la dépasser. Et donc nous, ce qu'on veut dire à KOS, c'est que une fois que le vecteur prograde a dépassé la direction de ce vecteur rouge, hop, on demande à suivre le vecteur prograde. Autrement dit, on attend que l'angle entre le vecteur jaune et le vecteur rouge se réduise au maximum, et une fois que cet angle est proche de 0, on demande à suivre le vecteur prograde. Nous voilà revenus sur le pas de tir, et là je vous ai affiché un peu mon vecteur cible. C'est-à-dire que ce vecteur cible, c'est le vecteur que je veux atteindre au début de mon virage gravitationnel. C'est-à-dire que je veux que mon vecteur rouge vienne sur ce vecteur cible. D'accord ? Et une fois qu'il est sur le vecteur cible, on attend que le vecteur prograde nous rejoigne, et une fois que le vecteur prograde a rejoint le vecteur rouge, qui est à ce moment-là confondu avec le vecteur bleu, alors on peut continuer notre gravity turn. La dernière question à laquelle il nous reste à répondre est de savoir à partir de quel moment est-ce que j'incline ma fusée pour démarrer mon gravity turn. Ce moment va dépendre de deux choses. Premièrement, va dépendre de l'altitude de mon vaisseau, mais il va également dépendre de la vitesse ici par rapport à la surface. Quand on parle de vitesse, il faut faire attention, on parle de vitesse physique. Ici, je vous ai représenté ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Et en fait, ce vecteur vitesse, il suit le vecteur prograde. Sauf que sa longueur, ce qu'on appelle la norme de ce vecteur, change en fonction justement de la vitesse au sens commun du terme. Donc au sens physique du terme, la vitesse c'est un vecteur, et la valeur que l'on voit ici, ça correspond en fait à la norme de ce vecteur. Si je coupe les moteurs,
vous voyez que ce vecteur vitesse va diminuer, sa norme va être de plus en plus petite. Donc en fait, on va démarrer notre gravity turn lorsque l'altitude de notre fusée sera satisfaisante et lorsque la norme de ce vecteur vitesse nous paraîtra aussi satisfaisante. Et enfin, dernière chose, dernier petit vecteur que j'ai dessiné en bleu ici. Le vecteur jaune, c'est le vecteur prograde que je vais suivre. Voilà, ce vecteur bleu pointe systématiquement vers le haut. Donc il pointe au niveau de la navball, il pointe toujours vers le 90 degrés. 90 degrés, c'est quand on est complètement vers le haut. 0 degré, c'est quand on est complètement à l'horizontale. Et en fait, vous voyez que l'angle qui est ici, il fonctionne un peu à l'inverse. C'est-à-dire que plus l'angle grandit ici, plus notre angle sur la navball est petit. C'est-à-dire que quand au niveau de la navball on va atteindre un angle de 0 degré, ici on sera à l'horizontale et donc l'angle entre le vecteur bleu et le vecteur jaune sera égal à 90 degrés. Donc 90 degrés ici représente 0 degré sur la navball et 0 degré ici représente 90 degrés sur la navball. Et ça, on va voir dans quelques instants en quoi ça va nous être utile. Alors nous voilà face à notre programme principal. Donc on avait chargé la bibliothèque lancement qu'on a créée nous-mêmes. Dans cette bibliothèque lancement, il y avait notre fonction décollage et il y aura dans quelques instants notre fonction gravity turn. On avait décidé que l'inclinaison cible était fixée à 6 et on avait vu pourquoi on en avait besoin dans notre fonction décollage. Donc la fusée a décollé et on a justement expliqué qu'il fallait attendre un certain temps avant de démarrer ce gravity turn. Alors avec la fusée que j'ai construite, en fait il suffit d'attendre déjà que l'altitude de votre vaisseau soit supérieure à 350, mais c'est pas suffisant. Moi, j'aimerais aussi avoir une certaine vitesse minimale. Donc, je veux à la fois une altitude minimale et une vitesse minimale. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est que la vitesse, en termes de physique, c'est un vecteur. Donc, ce vecteur-là, c'est simplement shift2.velocity surface. Donc, ça, c'est mon vecteur qui me donne la vitesse par rapport au référentiel de la surface de Kerbin. Moi, ce que je veux, c'est la norme de ce vecteur, en anglais la magnitude, et donc ça va être mag. Donc je veux que la valeur en ρ de ma vitesse soit supérieure à 80. C'est-à-dire que même quand j'aurai dépassé l'altitude de 350 mètres, je veux en plus dépasser la vitesse de 80. Une fois que j'ai fait ça, je peux démarrer mon gravity turn. Donc mon gravity turn, il va avoir plusieurs paramètres. Déjà, je vais lui indiquer une apoapsis cible. Quand est-ce que mon gravity turn va s'arrêter? D'accord? En gros, quand est-ce qu'on va couper les gaz? Je veux évidemment lui indiquer mon inclinaison cible, puisque l'inclinaison qu'on a déterminée au moment du décollage, il va falloir la conserver au moment du gravity turn. Et ensuite, je veux lui indiquer mon angle de départ. Je vous rappelle qu'à 90 degrés, la fusée pointe vers le haut. Donc moi, je veux lui indiquer un angle de 80 degrés. Ça veut dire que je vais décaler ma fusée de 10 degrés vers l'horizontale. Donc ces valeurs-là, 350, 80 mètres par seconde et 80 degrés, sont complètement arbitraires par rapport à votre fusée. Donc il n'est pas impossible, d'ailleurs sans doute, vous allez devoir les changer si vous testez votre programme avec une autre fusée. Alors ici on avait défini notre inclinaison cible, il reste à définir notre apoapsis cible, et moi j'aime bien la définir à 100 mm. On décolle, on attend que ces deux conditions-là en même temps soient remplies, c'est le principe du AND, ça veut dire que le programme va attendre jusqu'à ce que ces deux conditions soient remplies,
il faut que l'altitude soit plus grande que 350 mètres et que la vitesse soit supérieure à 80 mètres secondes. Une fois que ces conditions sont remplies, on attaque le Gravity Turn. Une fois que le Gravity Turn est terminé, je vais simplement indiquer de bloquer la direction de ma fusée tout simplement vers l'horizontale. Je vais demander à ce que ma fusée pointe vers l'horizontale. Donc là, je vous rappelle, 90 degrés, c'est qu'on se dirige vers l'est. Ici, j'ai une certaine inclinaison parce que Minmus n'est pas orienté sur l'équateur. Et je rajoute le 0 degré pour indiquer que je suis à l'horizontale. Jetons un œil à notre fonction Gravity Turn. Cette fonction-là prend trois paramètres: l'apoapsis que je souhaite, l'inclinaison de l'orbite que je souhaite, et enfin mon angle d'attaque que je souhaite au début de mon Gravity Turn. Ici, 80 degrés. Je définis ma direction de départ, qui est donc cette direction définie avec cet angle de 80 degrés. Une fois que j'ai défini cette direction, je demande à KOS d'orienter ma fusée selon cette direction. Donc KOS va orienter ma fusée selon cette direction. Je fais une petite ellipse ici pour vous parler rapidement de set et lock. Vu qu'on s'en est déjà servi et qu'on va continuer de s'en servir, je pense qu'il était temps que je vous donne rapidement la différence. Alors d'abord, on parle de time second. Donc si j'imprime time seconde, ça vous donne 17 433 secondes. Si je continue, vous voyez que la valeur change. Ça correspond simplement en fait au temps universel exprimé en secondes, c'est-à-dire le temps depuis le début du jeu exprimé en secondes. Ici, on voit que le jeu a commencé depuis 4h50, et donc ça correspond à 17 333 secondes. Je définis donc ici une variable temps 7, qui est définie avec 7, et qui est égale à time de points secondes. Je définis ma variable temps lock qui est égale à la même chose, mais cette fois-ci je la définis avec lock. Donc je sauvegarde ça. Si j'exécute mon test, on voit que ça affiche la même chose. Si je copie-colle ça et que je relance mon test, donc au début ça affiche la même chose, et là vous voyez qu'il y a un décalage de 2 secondes. Et si je le recommence, donc ça affiche la même chose, décalage de 2 secondes, et décalage de 2 secondes. Ça, c'est justement lié au fait que votre variable est définie soit avec set, soit avec lock. Lorsque vous définissez votre variable avec set, la variable prend une certaine valeur et elle est fixée, la variable est fixée à tout jamais, jusqu'à ce que vous décidiez de la changer vous-même. Si vous la définissez avec lock, elle est fixée, mais à chaque fois que KOS va avoir besoin de cette variable, il va automatiquement la réévaluer. C'est-à-dire que ici, au début, les deux variables sont définies sur time seconde. Quand KOS arrive ici, temps set est fixé et temps lock va être réévalué parce que temps lock est défini avec un lock. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'utilise un print, ma variable temps lock est réévaluée et augmente de 2 secondes. Et ce qui veut dire que quand vous faites un lock steering, en fait, votre direction va être réévaluée constamment tout au long du vol. Et ensuite, ma fusée va donc tranquillement se déplacer. Donc facing vector, je vous rappelle, c'est le vecteur qui est dirigé dans la même direction que notre fusée. Donc ça veut dire que la fusée là ici va se pencher tout doucement jusqu'à atteindre le vecteur que je souhaite. Comment est-ce qu'on sait que ce vecteur est atteint? Lorsque l'angle formé entre ces deux vecteurs est proche de 0, j'ai mis ici comme condition inférieur à 1. Une fois que j'ai fait ça, mon vecteur prograde, lui aussi, par la force de la gravité, va commencer à s'incliner vers l'horizontale et va se rapprocher de plus en plus du vecteur suivi par la fusée.
Donc on va attendre tranquillement que l'angle formé par ces deux vecteurs soit inférieur à 1. Et une fois que c'est fait, je vais demander à suivre le vecteur prograde. D'accord? Pour suivre ce vecteur prograde, il suffit simplement, c'était la dernière image que je vous avais montrée, il suffit de prendre l'angle entre le vecteur qui pointe vers le haut et le vecteur prograde, et ensuite de demander à incliner ma fusée par rapport à la horizontale de 90 degrés moins cet angle-là. Comme le vecteur prograde va se pencher de plus en plus vers l'horizontale, cet angle-là va devenir de plus en plus grand, et donc 90 moins cet angle-là va devenir, lui, à l'inverse, de plus en plus petit, de plus en plus proche de 0, jusqu'à atteindre l'horizontale. En réalité, on ne va pas atteindre l'horizontale, puisque à un moment, l'apoapsis de notre vaisseau, ou de notre orbite plutôt, va grandir de plus en plus, et lorsqu'elle va dépasser 95% de l'altitude voulue, on va réduire les gaz. Ça, c'est pour permettre un peu plus de précision. Donc mon altitude voulue était de 100 000 mètres, autrement dit, lorsque l'apoapsis de mon orbite va dépasser les 95 000 mètres, on va réduire les gaz. Et enfin, lorsque l'apoapsis va être supérieur ou égal à 100 000 mètres, lorsqu'on aura atteint l'altitude voulue, on coupe les gaz, le gravity turn est terminé, il ne reste plus qu'à attendre le bon moment pour circulariser notre orbite. Il nous reste une dernière chose à régler avec ce gravity turn, c'est que pendant le gravity turn, il va falloir à un moment découpler les boosters. Il va falloir faire un staging, et de préférence le faire de façon automatique. Et en fait, ce staging, il va s'effectuer de façon automatique tout du long du programme. À partir du moment où on a décollé, on va essayer d'automatiser le staging tout du long du programme. Pour cela, il va falloir un peu casser le sens de lecture de KOS. Je vous rappelle que KOS lit toujours son programme de haut en bas. Et le problème du staging, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va apparaître. Donc je ne peux pas l'écrire à un moment précis du programme. Donc pour ça, il y a cette fameuse commande when une condition, then, qu'est-ce qui se passe? Alors ici notre condition, c'est la condition pour laquelle je veux avoir un staging. Quand est-ce que le staging s'effectue? Lorsque je n'ai plus d'ergol solide dans mon étage actuel, ou lorsque j'ai plus d'ergol liquide. Autrement dit, si je n'ai plus d'ergol dans l'étage actuel, mon moteur ne fournit plus de poussée. Ça veut dire que le max thrust va être égal à 0. D'accord? Donc quand cette poussée est nulle, alors on accomplit le staging, simplement stage. Alors évidemment, il faut faire attention à ce que votre séquence de staging soit correcte, parce que KOS, lui, va suivre la séquence dans l'ordre. Une fois que j'ai effectué mon staging, vous voyez que ça, en fait, ce when then, ça va se passer une fois. C'est-à-dire qu'à un moment, cette condition-là va être réalisée, le staging va être réalisé, et c'est fini. C'est-à-dire qu'à partir du moment où KOS va avoir effectué cette condition, il va arrêter de la regarder. Sauf que nous, pour le staging, on veut qu'il continue de la regarder constamment. Pour ça, il y a un mot-clé qui est tout simplement preserve. Pour dire, une fois que KOS, on va lui dire, une fois que tu as fait ça, bah, tu continues de regarder cette condition. Et en fait, tous les stagings qui auront lieu durant notre voyage jusqu'à Minimus vont être effectués grâce à cette commande-là. Alors, il faut faire très attention avec l'utilisation de when, then, parce que vous voyez que, en fait, ce que je disais, ça casse l'ordre de lecture de KOS, et ça veut dire que constamment KOS, il va avoir ça en tête dans ses calculs. Et donc ça va ralentir énormément la puissance de calcul de KOS, parce que il va toujours réserver un espace de sa mémoire pour vérifier ça. D'accord? Et là, ça va être
D'autant plus vrai qu'on a mis un préserve, c'est-à-dire que vraiment tout le long du voyage, KOS va constamment vérifier si cette condition a lieu. Donc les when then sont pratiques, mais il faut vraiment s'en servir avec parcimonie pour éviter de ralentir votre script KOS. Voilà, avec tout ça, notre script est terminé. Il ne reste plus qu'à voir ce qui se passe. Nous voilà revenus sur le pas de tir. J'ai repris la fusée initiale. Le compte à rebours est sur le point de se terminer. Allumage des boosters. Décollage. À 150 mètres, on corrige l'inclinaison. Vous voyez qu'on a un cap maintenant à 84 degrés, puisque l'inclinaison souhaitée est de 6 degrés. Et hop, 80 mètres secondes, gravity turn en cours. On attend que le marqueur prograde se rapproche, et une fois que le marqueur prograde est au niveau de notre vecteur direction, c'est maintenant notre vecteur direction qui va suivre le vecteur prograde le temps que le gravity turn se termine. Je vais afficher la POAP6 ici. On va bientôt avoir un staging. La poussée va être égale à 0 automatiquement. KOS accomplit le staging. Vous voyez que tout le long du gravity turn, même en accélérant le temps, on a vraiment notre fusée qui suit le vecteur prograde. Alors ici je ralentis le temps, vous voyez que la navball est passée automatiquement en orbite. Nous on continue de suivre le marqueur prograde, mais selon le référentiel de surface. Donc c'est pour ça que là, il n'y a plus d'alignement. Je vais atteindre les 95 000. Hop, vous voyez qu'on a ralenti la poussée, on est à 25% et arrivé à 100 000. Les moteurs s'arrêtent et on incline notre fusée complètement à l'horizontale en attendant la suite. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va évidemment enlever la coiffe, on va étendre les panneaux solaires, l'antenne, et évidemment on va circulariser notre orbite. Mais tout ça, ce sera pour le prochain épisode. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, n'hésitez pas à la partager, et prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.